Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes en direct sur Canal Algérie pour le tout premier numéro de Décryptant. Au programme ce soir, les élections américaines, vous l'avez sans doute suivi ces 2 derniers jours, la large victoire du candidat américain, du candidat démocrate, du candidat républicain Donald Trump qui finalement a défié tous les sondages en devenant le 47e président des États-Unis. L'ex qui est donc devenu le futur, qui sera donc le futur président pour les 4 prochaines années, un fait inédit dans l'histoire des États-Unis, sauf que ce comeback triomphal de Donald Trump intervient dans une nouvelle donne internationale, un monde complètement différent de celui de 2016. À quoi doit-on s'attendre sous l'ère Trump, politique interne, mais aussi et surtout en politique étrangère? Nous allons en débattre avec nos invités sur le plateau ce soir. D'abord Zine Sharfawi, bonsoir, vous êtes journaliste, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et Kamal Mansari, directeur de publication du Jeune Indépendant, consultant de Canal Algérie, bonsoir. Bonsoir, Zine Sharfawi qui est du Watan, hein? Oui. Exactement. Et nous avons également avec nous depuis Ottawa, au Canada, Miloud Chenofi, politologue, chercheur spécialiste en relations internationales. Bonsoir, monsieur Chenofi. Bonsoir. Alors pour planter le décor, retour d'abord sur le déroulement de cette présidentielle aux États-Unis qui a été, n'est-ce pas messieurs, très suivi partout, de par le monde. Donald Trump triomphe face à Kamala Harris, un pari réussi, susceptible de rebattre les cartes en Amérique et dans le reste du monde. C'est le sujet de Sabrina Keshoud. Marée rouge sur les écrans américains. Donald Trump devient officiellement le 47e président des États-Unis. Avec 51% des suffrages, il devance d'une large tête la démocrate Kamala Harris, qui aura recueilli 47,5%. Les rebondissements n'ont pas manqué au cours d'une campagne particulièrement âpre. Donné challenger puis au coude à coude avec son adversaire, le nouveau président fait office de revenant avec des résultats qui n'auront laissé aucun doute. Dès sa première élection en 2016, Donald Trump a su fédérer autour de son slogan « Make America Great Again », devenu MAGA, une véritable marque politique et un signe de reconnaissance pour des millions d'Américains. En outre, le candidat républicain a pu compter sur des alliés de poids. Pendant ce temps, le reste du monde retient son souffle. Plusieurs chefs d'État n'ont pas attendu les résultats définitifs pour féliciter le nouveau locataire de la Maison-Blanche. Et l'on attend ce que va donner la présidence Trump 2.0. En matière de politique étrangère, les experts estiment que Trump va probablement durcir sa politique envers l'Ukraine et la Chine et insuffler davantage d'imprévisibilité au Moyen-Orient. Les marchés, eux, saluent triomphalement l'arrivée de l'homme d'affaires à Washington. Ce mercredi, la promesse de baisse d'impôts et de mesures de dérégulation favorise les actions américaines en bourse, tandis que celles de hausse des droits de douane et du déficit budgétaire font s'envoler le cours du dollar de manière prodigieuse autour de 2%. Conséquence notable, le pétrole qui s'échange en dollars chute significativement, le baril de Brent perdant 2,24% à 73,84 $. À l'international comme en politique intérieure, Donald Trump, version revue et corrigée, est attendu. Il prêtera serment le 20 janvier, comme on dirait au pays de l'oncle Sam, wait and see. Alors en effet, c'est wait and see pour les Américains et pour le monde aussi qui traverse en ce moment des zones de turbulence. Quels sont, messieurs, les facteurs qui ont favorisé ce vote pro-Trump alors que beaucoup avaient espéré voir gagner les démocrates? Zine Sharfawi. Bonsoir à vous, bonsoir à vos téléspectateurs. Pour les observateurs avisés, la victoire de Trump n'est pas tellement une surprise. Il y a beaucoup de facteurs qui ont contribué à cette victoire qui est écrasante. Il faut rappeler quelques chiffres. Donc, Trump a obtenu le score le plus important de ces 20 dernières années. Oui. Ça reflète ou cela prouve qu'il a une assise confortable au sein de la société américaine.
Bon, là, il faut se rendre à l'évidence que les sondages se sont complètement trompés. Donc, raison de plus pour ne plus faire confiance aux sondages. Donc, pourquoi Trump a gagné? Pourquoi a-t-il gagné d'une manière exubérante, j'allais dire? Il y a beaucoup de facteurs qui ont contribué j'allais dire, non pas à la victoire de Trump, mais à la défaite de Kamala Harris. Oui. Alors, pourquoi Kamala Harris a subi cette bérésina? Alors, primo, tout le monde le dit, elle s'y est prise très en retard. Elle n'a eu que 3 mois pour mettre en place une stratégie de campagne et pour sillonner le pays, alors que, souvenez-vous, Trump n'a pas disparu des radars depuis sa perte de pouvoir en 2019. Alors, pour Trump, que l'on parle en bien ou en mal de lui, l'important est que l'on parle de lui. Donc, c'est quelqu'un, même quand il était face au juge, je rappelle que il a eu des démêlés avec la justice, il a été inculpé pour 34 chefs d'accusation, ce qui est important. Bon, il a réussi à chaque fois à passer entre les mailles de la justice, mais c'est quelqu'un qui ne s'est pas arrêté d'haranguer les foules, de travailler sa base, si bien que, j'allais dire, Trump a eu 4 années d'avance sur Kamala Harris. Oui. Et il faut dire que la défaite de Kamala Harris s'explique aussi par le fait que Biden a hésité pendant assez longtemps avant d'admettre qu'il ne pouvait pas briguer un second mandat. Biden, qui a aujourd'hui 81 ans, 82 ans, il s'est illustré par de nombreuses bourdes, oui, de nombreux ratés politiques, donc qui ont déteint sur la campagne de Kamala Harris. Ça, c'est pour la forme. Donc 3 mois pour préparer une élection présidentielle aux États-Unis, c'est trop peu. Et tout le monde convient aujourd'hui aussi, ce n'est pas du sexisme ni du machisme, tout le monde convient à dire aussi que Kamala Harris n'a pas la trempe suffisante, n'a pas le poids suffisant, oui, pour tenir tête à un monstre politique, il faut le dire, comme Donald Trump. Il y a aussi d'autres éléments. Kamala Harris s'est aliénée une aile importante du Parti démocrate. Pour beaucoup de jeunes démocrates, surtout, Kamala Harris représente une faillite morale du parti démocrate, surtout par rapport à la Palestine. Oui. Kamala Harris a promis de soutenir la solution à 2 États, a promis d'arrêter la guerre, mais elle n'a pas condamné le génocide contre les Palestiniens. On va y revenir, Zine Sharfawi, on va y revenir au courant de cette émission. Oui. Vous l'avez dit, au regard du personnage de Donald Trump, Kamala Harris ne faisait pas le poids face à lui, Kamel Monsari. Il est bon de rappeler aussi le système de vote américain. Le vote populaire ne correspond pas au vote des grands, des grands électeurs. Voilà. Non, en réalité, Trump a gagné sur le vote populaire. Il a dépassé de 8 millions de voix. Mais le plus important, c'était pas simplement ça. Le plus important, c'est qu'il y a eu, pendant 4 ans, un travail énorme qui a été fait par le Parti républicain. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, le Parti républicain a changé complètement ses paradigmes. C'est-à-dire les erreurs commises lors du premier mandat de Trump, aujourd'hui, il est soutenu par un de son théoricien, ce qui est J.D. Vance, son colistier, oui, qui devient le vice-président. C'est lui qui a donné forme à la politique de Donald Trump. C'est vrai qu'au sein du Parti démocrate, il y a une cassure, que le Parti démocrate est accusé de ne plus se soucier des bases populaires, des sans-voix, de tous ceux qui n'arrivent pas à saisir les portées de la politique de Trump, en dépit du fait qu'il a réussi quand même à réduire le chômage et d'augmenter l'emploi de 16%. Mais de l'autre côté, il y a eu tout un discours pendant que l'administration Biden était occupée, embourbée en Ukraine,
embourbé au Proche-Orient, les problèmes internes tels que l'inflation faisaient débat et ont eu une incidence importante sur la vie du quotidien du foyer du plus dernier américain. Et cette Amérique-là, ce qu'a fait le Parti des Républicains, c'est qu'il a démontré que son discours était basé sur le fait que l'Américain, le blanc qui a construit l'Amérique de ses bras, les pionniers, sont devenus des laissés-pour-compte. C'est cette marge de la société qui est mise en avant par justement le Parti républicain, notamment dans le livre de J.D. Vance, qui a écrit une ode américaine, Hillbilly Elegy, dans lequel il démontre comment cette classe qui a construit les États-Unis est devenue malmenée aujourd'hui, n'a plus aucune chance. Et c'est pour ça que la politique d'immigration, la lutte contre l'immigration a prévalu dans le discours de Donald Trump. Donald Trump est revenu parce qu'il a donné, il ne faut pas oublier, en dépit du fait sa gestion du Covid a été chaotique, notamment au début, parce qu'il ne voulait pas reconnaître ça a causé énormément de décès et de défaillances sur le plan sanitaire, mais quand même, c'est quelqu'un qui a relancé l'économie. Et c'était un des points essentiels justement de son campagne. Mais aujourd'hui, il revient avec quoi? Il revient avec une structure, avec une nouvelle génération de cadres au sein du Parti républicain. Tous les anciens cadres, l'arrière-garde qui constituait le Parti républicain, est parti remplacé par des jeunes, et ces jeunes-là ont parlé aux jeunes. Et c'est pour la première fois qu'on voit des jeunes qui sont devenus de véritables soutiens à Donald Trump, alors que généralement les jeunes, notamment les étudiants, étaient carrément versés vers le Parti démocrate. Et sans parler de l'effritement au sein du Parti démocrate, notamment avec le discours tenu par Bernie Sanders, qui disait que nous avons abandonné la classe ouvrière et nous payons le prix de cet abandon. Et aujourd'hui, il faut reconstituer le Parti démocrate. Et je pense que Trump n'est pas venu pour 4 ans, ou bien le Parti républicain n'est pas venu par contre. Ils ont au moins pendant 2 mandats ou 3, sinon parce qu'ils sont revenus en force. Donc il y a eu une véritable reconstitution du parti républicain. Oui. On va justement poser la question à Miloud Chenoufi. Vous êtes au Canada. Selon vous, Monsieur Chenoufi, quels sont les enseignements à retenir de ce retour triomphal de Donald Trump aux États-Unis? On le sait, les États-Unis de 2016 ne sont pas ceux de 2024. Alors, en matière de politique domestique, il faut bien dire que la première leçon à tirer est pour les démocrates. Pourquoi ils sont devenus cette machine à perdre? Les 2 candidats qui ont perdu contre Donald Trump, Mme Hillary Clinton, il y a un certain nombre d'années, et aujourd'hui Mme Harris, n'ont jamais milité de leur vie. Ce sont de purs produits de l'establishment américain, que ce soit l'administration dans le cas de Hillary Clinton, ou que ce soit le secteur judiciaire pour Harris. Et ce genre de candidats ne peuvent pas incarner, ne peuvent pas avoir le charisme nécessaire pour incarner des préoccupations quotidiennes des gens. Hillary Clinton, à chaque fois qu'elle essayait, ça paraissait tellement faux, tellement artificiel lorsqu'elle essayait de s'identifier à la classe moyenne américaine. Et en fait, aux États-Unis, quand on dit classe moyenne, c'est vraiment les classes laborieuses. La même chose avec Harris. Donc, même le produit marketing que fut Obama dans le passé, ils n'ont pas réussi à le reproduire, et par conséquent, ils n'apparaissent pas comme incarnant quelque chose pour l'avenir. Donc ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est que nous voyons aussi le prix de l'expansion, de la généralisation du populisme en Occident de façon générale, aux États-Unis en particulier, qui correspond à une forme de radicalisation. Vous savez, la politique aux États-Unis, ce sont des coalitions, qu'il s'agisse des démocrates ou des républicains. Ce sont de grandes tentes. Et dans la grande tente américaine, ce qui a pris le plus de place, c'est vous avez des groupes comme ce qu'on appelle les nationalistes chrétiens, qui sont en fait des fondamentalistes, extrêmement conservateurs sur tous les plans, sur les questions de la liberté de la femme, par exemple, mais également sur l'immigration, etc. Et ces groupes-là ont réussi à imposer leur thème à
au débat politique américain. Et comme tous les populistes, l'idée est que si vous avez des problèmes, c'est que c'est la faute de quelqu'un. C'est la faute des progressistes qui ont détruit la famille. C'est la faute de l'immigrant qui vient travailler. Alors que l'économie américaine ne peut pas fonctionner sans l'immigration. Elle ne peut même pas fonctionner sans l'immigration illégale. Donc, nous voyons le prix à payer très cher du populisme. Ça, c'est en matière de politique intérieure. On peut discuter plus tard de politique étrangère. Ben justement, vous me tendez la perche, Monsieur Chenoufi. Le retour de Donald Trump est susceptible de changer beaucoup de choses à tous les niveaux sur le plan des relations internationales. Beaucoup de répercussions sont à attendre, messieurs Zine Sharfawi, et seront de plus en plus visibles au fil du mandat de Donald Trump. S'il y a un dossier sur lequel Trump est attendu, c'est les événements en cours au Proche-Orient, des tensions qui, selon certains observateurs, auraient même influencé les résultats de ce scrutin. Qu'en pensez-vous? Juste avant d'essayer de répondre à votre question, qui est une question ardue, revenons juste sur les raisons de la défaite de Kamala Harris et la victoire de Donald Trump. Alors, Donald Trump, dès le début, il a promis une baisse générale d'impôts, une réforme profonde de l'économie. Oui. Bon, comme vient de le dire l'un de vos intervenants, il a promis de chasser les migrants illégaux. Bon, effectivement, ce sont des thématiques qui mobilisent beaucoup. Pourquoi elles mobilisent beaucoup? Parce que cela intervient aussi, malgré que l'économie américaine se porte plutôt bien. Le taux d'inflation est à 2,6, 2,6, donc ce qui n'est pas important du tout, mais il se trouve que actuellement les Américains, surtout la classe moyenne, souffrent énormément. Donc les gens ont du mal à se nourrir, ont du mal à se vêtir, ont du mal à se loger. Alors pendant que Donald Trump mettait en avant les thématiques qui mobilisent le plus l'électorat américain. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard s'il a gagné le vote populaire et le vote des grands électeurs. Oui. Vous savez tous qu'aux États-Unis, l'élection américaine est un vote à suffrage indirect, donc c'est le vote des grands électeurs qui compte. Et il a eu 290, c'est quand même extrêmement important. Il bat tous les records. Mais en face, vous avez un parti démocrate, comme le disait Kamal Mansari, complètement déconnecté de la réalité. Pratiquement tous les meetings animés par Kamala Harris, il était question d'IVG, alors que les sondages, les sondages d'opinion montrent que la question de l'IVG, par exemple, vient en 4e ou en 5e position. Et puis derrière on a l'impression que le camp démocrate a perdu ses valeurs qu'il défendait auparavant. Absolument. Sur ce qui se passe justement à Gaza, quand on voit cette agression sioniste barbare. Oui. Alors le Parti démocrate est tellement déconnecté de la société qu'on voit un phénomène jamais vu auparavant aux États-Unis. Vous avez le vote hispanique a profité, habituellement qui profitait aux démocrates, a profité aux républicains. Vous avez les Afro-Américains qui ont voté pour le Parti républicain, ce qui est rare dans l'histoire américaine. Donc on assiste effectivement à un phénomène assez nouveau. Maintenant, pour revenir à votre question, oui, alors le retour de Trump au pouvoir va s'accompagner d'un certain nombre de changements en interne, donc on va assister à des réformes. Moi je pense que la venue ou le retour de Trump au pouvoir me rappelle aussi les années Reagan. Il y a beaucoup de similitudes, donc on va assister à beaucoup de dérégulation. Donc que va-t-il se passer? Les premières décisions que Trump pourrait prendre ou prendra, parce que c'est pratiquement une certitude par rapport aux relations au plan économique. Trump est un protectionniste. Oui. Donc ses conseillers, lors de ses campagnes, lors de ses meetings, lors de ses discours de campagne, il a laissé entendre que les barrières douanières allaient augmenter. Donc il y aura des guerres commerciales avec la Chine, il y en aura probablement avec l'Europe aussi. Donc il protégera la production américaine. C'est aussi les gens qui l'entourent, surtout la personne que l'on pressent
pour devenir son futur secrétaire d'État, un certain Colby. Colby est un isolationniste. Donc là, on rejoint un peu le slogan de campagne de Donald Trump qui est America First. Make America Great Again. Donc, après, par rapport au Proche-Orient, alors il y a des régions du monde pour lesquelles le retour de Trump au pouvoir est une mauvaise nouvelle. Oui. Alors, c'est le cas pour la région du Proche-Orient et particulièrement pour les Palestiniens. On sait tous le tropisme de Trump pour le sionisme, pour Israël, oui. etc. Oui. Donc, d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si la première personnalité à avoir fêté la victoire de Donald Trump est Benjamin Netanyahou. Mais on peut parler des autres régions. Il y a aussi le côté pragmatique de Donald Trump. On va justement, il est intéressant de connaître l'avis des Palestiniens sur ces résultats. Hamdan Damiri est avec nous depuis Bruxelles. Bonsoir, Monsieur Damiri. Bonsoir. Alors, vous êtes coordinateur des Palestiniens en Belgique. Vous avez sans doute suivi de près cette élection et cette victoire de Trump. Pensez-vous, Monsieur Damiri, qu'elle va justement calmer le jeu dans la région ou plutôt exacerber les tensions? Quelle est votre perception des choses? Moi, je pense que la victoire de Trump était prévue, à mon avis, parce que l'administration actuelle aux États-Unis de Biden, donc c'est une administration très faible d'abord, et de l'autre côté, donc il a montré son incapacité totale au niveau international. Et concernant donc ce qui se passe dans notre pays, à Gaza particulièrement, donc on a vu une administration qui soutient de manière, je dirais, inconditionnelle le génocide qui se déroule dans la bande de Gaza. C'est la raison pour laquelle je pense que les voix arabes et d'autres voix aux États-Unis, ils ont contribué à l'échec de Kamala Harris, donc comme candidate démocrate. Moi, je pense que cela ne dit pas que M. Trump est meilleur. M. Trump aussi, on connaît l'historique, l'histoire de M. Trump. C'est quelqu'un, c'est vrai, il va faire le maximum maintenant des pressions sur les pays de Golfe, si je parle de notre région, sur les pays de Golfe, justement pour arracher le maximum de financement pour, je dirais, régler une partie de problèmes financiers aux États-Unis par le biais, comme il avait déjà fait pendant qu'il était au pouvoir, par la vente maximum des armes à des pays de Golfe dont ils n'ont même pas besoin de ces armes-là, mais on sait très bien que pour lui, le fait de faire des pressions en faisant les chantages sur ces pays, ce régime qui ont peur, quelque part, je dirais, d'une situation d'instabilité dans la région. Moi, je pense qu'il va utiliser les moyens de chantage sur ces pays de Golfe, comme il l'a déjà fait dans le passé. Sinon, moi, je ne pense pas que M. Trump il va être complètement différent par rapport de la région du Proche-Orient. On se rappelle les décisions, les initiatives qu'il a prises pendant qu'il était au pouvoir, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, l'annexion de Golan, alors que le Golan c'est un territoire syrien, c'est un territoire sur lequel, je dirais, s'implique ce qu'on appelle la résolution 242, etc., etc. Donc Trump, il est capable de prendre je dirais, des initiatives imprévues sans réfléchir bien à la portée de ces initiatives. Mais à mon avis, donc, ce qui va décider de la situation actuelle que nous connaissons depuis presque 13 mois, concernant, je dirais, Gaza et maintenant au sud-Liban, ce qui va décider de cette situation d'affrontement, c'est plutôt ce qu'on appelle le terrain, ce qui se passe dans le terrain. Et je pense que on peut, personnellement, je suis un petit peu optimiste maintenant, parce qu'Israël est dans une impasse totale dans le sud-Liban, et elle encaisse des pertes quotidiennement, et malgré maintenant on parle presque d'une quarantaine de jours de l'offensive terrestre israélienne dans le sud-Liban. Or, Israël, jusqu'à maintenant, l'armée israélienne, malgré la présence de 60 à 70 000 soldats israéliens dans la partie du nord de la Palestine, ils sont là.
Et cette armée israélienne elle n'est pas capable jusqu'à maintenant d'occuper un seul village libanais, contrôler un seul village libanais. Cela montre que cette armée elle est en train je dirais de perdre la partie et l'objectif qui a été annoncé, c'est-à-dire d'obliger le Hezbollah et les combattants de Hezbollah d'aller au nord de ce qu'on appelle l'Étanie, c'est-à-dire la fleuve de l'Étanie au sud Liban. Donc, moi je suis plutôt maintenant, par rapport de la situation d'affrontement, un peu optimiste par rapport de la période précédente. Alors, Monsieur Chenoufi, est-ce que vous êtes toujours avec nous, Milieu de Chenoufi? J'aimerais connaître justement votre avis sur cette question. Que peut apporter Trump à tout ce qui se passe actuellement dans la région du Proche-Orient? En fait, sur le plan de la politique étrangère, de façon générale, on a parlé d'isolationnisme, c'est tout à fait pertinent. Et Trump peut avoir tous les défauts du monde et ses adversaires les ont toujours listés et ils l'ont bien fait. Cependant, il y a un défaut qu'il n'a pas. Ce n'est pas un va-t-en-guerre et c'est la raison pour laquelle les néoconservateurs aux États-Unis ne l'aiment pas beaucoup, qu'ils soient républicains ou qu'ils soient démocrates. Simplement, au Moyen-Orient, ce ne sont pas uniquement les convictions du président qui jouent un rôle, ce sont aussi les pressions qui sont exercées sur le président par les différents lobbies, et notamment le lobby israélien. Alors, sur le plan des convictions, maintenant, concernant les Palestiniens en particulier, on ne peut pas dire que Trump éprouve beaucoup d'empathie à leur égard. Rappelez-vous, il a utilisé le terme palestinien, le mot palestinien, comme une insulte pour désigner Biden dans leur premier débat. Et l'un de ses lieutenants, Rudy Giuliani, a dit dans un meeting récemment qu'un Palestinien devenait terroriste à l'âge de 2 ans. Donc vous comprenez à peu près l'état d'esprit de déshumanisation des Palestiniens. Et alors, maintenant, dans quel cadre va s'inscrire la politique de Trump dans la région en général? Eh bien, ça va être dans la stratégie globale qui a été celle de Netanyahou depuis les années 90. Alors, en 2 mots, voici de quoi il s'agit. Lorsque Netanyahou luttait contre le processus de paix au Moyen-Orient, il présentait comme alternative de ne faire aucune concession aux Palestiniens, d'annexer l'ensemble de la Palestine historique et puis d'opposer une violence brutale à toute résistance palestinienne. Nous avons vu qu'il en est tout à fait capable jusqu'au génocide. Et à l'échelle régionale, eh bien, il aura une double stratégie. D'un côté, une normalisation avec autant d'États arabes possible, tout en marginalisant totalement la question palestinienne. Et bien sûr, la force, l'armée, le changement de régime pour les États récalcitrants. Il a obtenu gain de cause en Irak et c'est ce qu'il cherche actuellement en Iran. Alors, avec Biden, il avait obtenu un feu vert sur la répression des Palestiniens et sur une certaine action régionale. Avec Trump, dans le premier mandat, qu'est-ce qu'il a obtenu? Il a obtenu la normalisation avec l'assassinat de Soleimani. Et juste pour terminer à ce propos-là, eh bien, Netanyahou va faire un maximum de pression pour obtenir ce qu'il sait que ça correspond avec les convictions de Biden, c'est-à-dire pression sur les pays arabes et éventuellement affrontement avec l'Iran. Mais Trump n'est pas totalement libre dans ce qu'il va faire là-bas, comme c'est toujours le cas avec les présidents américains. Kamal Ansari, est-ce que donc Donald Trump peut justement mener, ou Benjamin Netanyahou peut-il justement mener les États-Unis à un affrontement direct avec l'Iran? C'est ce que cherche Netanyahou. Il faut revenir d'abord à la politique étrangère que Trump entend prôner. On a 2 têtes de chapitre, protectionnisme, isolationnisme. Sur le plan économique, il est bien de rappeler que déjà les États-Unis, dans son discours, il avait promis 2 choses. D'abord, protéger les marchandises américaines en imposant un tarif de 60% d'augmentation sur les produits chinois et 10% sur les produits européens. Oui. Donc, mais là, il est en train de jouer sur le plan économique. La deuxième des choses, c'est qu'il va forcément discuter avec l'OPEC pour baisser le prix du porc, parce que lui, un prix de baril à 70% ne l'arrange pas. Oui. Il essaiera de régler la crise ukrainienne pour amener les États... Il l'a promis.
Oui, l'Ukraine, pourquoi? Pour des raisons économiques. C'est lesquelles? C'est l'énergie. Donc lui, il veut faire baisser le prix du pétrole à 50 $. Là, il y a beaucoup de pays qui vont être affectés dans l'Algérie. Donc il est dans cette stratégie-là. Pourquoi? Faire baisser le prix du pétrole, c'est aussi faire baisser le prix du gallon aux États-Unis, du gaz, c'est-à-dire du fuel pour les voitures aux États-Unis. Et ça, c'est intéressant pour lui, parce qu'il va calmer la classe moyenne. Et en même temps, il essaiera aussi de faire en sorte à ce que des pays comme l'Iran, il va augmenter les sanctions contre l'Iran parce qu'il a promis, donc les Israéliens s'attendent à ça. Mais la question palestinienne, il avait dit une chose, qu'il va punir le Hamas. Et les restrictions sur les armes que les Américains l'administration Biden a toujours joué, en réalité, Trump a promis justement de lever ces restrictions. Donc on est sur plusieurs terrains. Trump, il va travailler sur plusieurs terrains et ça va être plutôt compliqué. Donc est-ce qu'il va réaliser sur ça en 4 ans? C'est peu probable. Oui. Donc l'immédiat pour lui, c'est quoi? C'est l'intérieur, c'est l'immigration, lutter contre l'immigration clandestine. Il ne faut pas oublier que les démocrates ont été les plus anti-immigration que les républicains. Oui. Les expulsions au temps d'Obama durant un mandat, c'est l'équivalent de 2 expulsions de ce qu'a fait Bush. C'est-à-dire que pendant 80 000, il a expulsé 80 000 immigrants tout en faisant croire qu'ils sont pro et pro. On revient au Proche-Orient. Oui. Est-ce qu'il y aura le même engagement militaire dans la région? Il faudrait revenir à sa politique en 2016, quand il était aux affaires. Il avait prôné un retrait de toutes les forces, enfin de déploiements, et de revoir le déploiement de l'armée américaine au Proche-Orient. Mais ça reste une question difficile, c'est-à-dire sur le plan politique, il peut prononcer ça, mais il n'a rien fait. C'est vrai qu'il s'est retiré de l'Irak, mais il a maintenu la pression sur l'Iran, sur le plan économique, en augmentant les sanctions et en menant des opérations contre les dirigeants, notamment Soleimani. Oui. Donc la tension va rester, puisque du moment Sauf que le contexte a changé, il y a la tension qui règne toujours. On a l'affaire de Gaza, on a le massacre perpétré par le régime de Netanyahou qu'il soutient à mort. Donc tous les républicains soutiennent farouchement le gouvernement israélien. Et on a aussi un nouveau front qui est le Liban. Et on avait aussi le Liban et il y a l'Iran. Est-ce qu'il va jouer aux pompiers? Non. Dans l'immédiat, c'est-à-dire parce qu'il comptera certainement sur un règlement militaire, mais si le terrain sur le plan militaire sera défavorable aux Israéliens, c'est à ce moment-là qu'il va probablement essayer de trouver une solution. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, tous les conseillers lui ont dit une chose, c'est d'essayer de retirer, c'est-à-dire politiquement de ne pas être engagé au Proche-Orient, parce que c'est un terrain complexe et que la seule chose qu'il doit faire, c'est de s'occuper de la Chine, qui est la véritable menace pour la puissance et l'hégémonie américaine. Quelle solution face justement, Zine Sharfawi, à cette volonté de Netanyahou de vouloir continuer son génocide dans la région, ses agressions à Gaza et au Liban? Oui, alors s'agissant des principaux dossiers internationaux sur lesquels travaillera en priorité Donald Trump, tout le monde en parle. Vous avez d'abord, il a promis de régler la guerre en Ukraine, comptant aussi sur ses bonnes relations avec Vladimir Poutine. Il y a le dossier chinois. Je pense que c'est un dossier sur lequel l'administration Trump travaillera beaucoup parce que il y a des rivalités de puissance. Donc il n'est pas question pour les États-Unis de perdre sa première place de puissance. Oui, il y a son hégémonie. Son hégémonie. Économiquement, la Chine talonne de très près les États-Unis. Militairement, c'est un pays qui se modernise, qui évolue très vite. Au plan politique, on le voit, la Chine pratiquement est présente pratiquement sur tous les continents. On revient au Proche-Orient. Oui, alors au Proche-Orient, il faut s'attendre à ce que Benjamin Netanyahou fasse jouer sa relation personnelle au profit de sa relation, de sa proximité avec Donald Trump pour convaincre les États-Unis d'attaquer l'Iran. Parce que la plus grande crainte pour Israël dans la région, c'est l'Iran. C'est l'Iran. Et l'idée qu'un l'Iran
puisse posséder la bombe atomique empêche de dormir aujourd'hui Benjamin Netanyahou. Donc je pense qu'il fera tout pour convaincre, même si, comme le disait tout à l'heure M. Chenouf et comme le dit Kamal Mansari, Trump n'est pas un va-t-en-guerre lorsqu'il peut régler les choses de manière... je veux dire, c'est un homme d'affaires, donc il est dans le... Mais il y a aujourd'hui... Donald Trump est entouré par des gens qui peuvent le convaincre et le pousser d'aller vers un affrontement avec l'Iran. Mais Kamal Mansari le dit très justement. Alors, l'État profond américain s'est opposé à la réélection de Donald Trump pour la bonne et simple raison que ce n'est pas un va-t-en-guerre. Lorsque l'on revoit son mandat, il n'a pas déclenché de guerre comme ont eu à le faire les démocrates à de nombreuses périodes de l'histoire américaine. Oui. Mais aujourd'hui, l'État profond, tout dépendra aussi du complexe militaro-industriel américain. Si le complexe militaro-industriel voit dans le déclenchement d'une guerre un intérêt particulier, il le fera. Donc vous avez l'Ukraine, vous avez l'Iran, vous avez le Proche-Orient qui capteront l'attention durant les prochaines semaines, voire les prochains mois, c'est clair. Et le Tchénofi, sur cette volonté de Netanyahou de déclencher, de continuer sa guerre et s'attaquer à l'Iran, est-ce que Donald Trump va céder? En fait, alors, d'abord, Netanyahou cherche cette guerre depuis très longtemps. Ce n'est pas nouveau. Hein. À chaque passage devant l'Assemblée générale des Nations unies, il essaie de présenter l'Iran comme une menace planétaire face à laquelle il faut agir. Mais pourquoi le fait-il? Il le fait tout simplement parce qu'il sait qu'un changement de régime dans un pays comme l'Iran signifie une implication approfondie des États-Unis dans la région sur un autre dossier que le dossier israélo-palestinien. Et donc, il va pouvoir continuer donc, la colonisation, l'annexion et le nettoyage ethnique. Il s'est, bien sûr, ses relations étaient exécrables avec Obama, même si Obama n'a pas pu faire grand-chose, si ce n'est ne pas le suivre sur le chemin de la guerre. Il a fait même le contraire en essayant d'obtenir un accord sur le nucléaire. Mais même Biden qui est sur le plan des convictions encore plus pro-sioniste, encore plus pro-Israël que Trump lui-même. Hein. Ça, c'est important de le noter. Eh bien, même un président comme Biden, Netanyahou n'a pas réussi à le convaincre de s'engager dans une guerre. Bien au contraire, même s'il lui a laissé la main totalement libre contre les Palestiniens et dans une certaine mesure au Liban, eh bien, il l'a restreint dans les attaques contre l'Iran et n'a pas accepté que les installations nucléaires soient touchées, que les installations pétrolières soient touchées et que les États-Unis participent à cette guerre-là. Mais vous savez, Netanyahou est connu pour être quelqu'un d'extrêmement têtu et obstiné. Donc il va continuer avec Trump. Je ne crois pas que Trump ou que l'État profond, y compris l'administration militaire américaine, accepte de suivre Netanyahou dans une guerre ouverte avec l'Iran. La raison, elle est très simple. C'est qu'ils l'ont suivi sur le dossier irakien, ont envahi l'Irak, ont changé le régime, mais ils se sont embourbés, ont participé à la mondialisation d'Al-Qaïda, à la création de Daesh. Et entre-temps, qu'est-ce qui est arrivé? La Chine est devenue une superpuissance mondiale et à parité de pouvoir d'achat est devenue l'économie numéro 1 au monde. Ça, les Américains en sont conscients. Donc, Netanyahou va avoir beaucoup de feux verts sur beaucoup de dossiers dans la région, mais peut-être pas celui d'une guerre ouverte entre les États-Unis et l'Iran. Alors, on n'a donc pas fini d'évaluer les conséquences de ce retour de Donald Trump sur la scène internationale. Kamal Mansari, j'aimerais rebondir sur les accords d'Abraham. On en a parlé, Milo Tchénofi en a parlé tout à l'heure. Lorsqu'on sait que c'est Trump qui est quelque part l'initiateur de ce projet, est-ce qu'on peut envisager le retour de ces accords sur la table sous l'ère Trump, lorsqu'on sait que l'opération Déluge d'Al-Aqsa l'a entièrement enterré à un moment donné? Il y a toujours des tentatives de rebondir. Donc attention, Trump est un mercantile, c'est un homme d'affaires. Et les accords d'Abraham étaient en réalité du business.
Parce que les pays qui ont signé ces accords n'avaient aucun problème avec Israël, n'étaient pas en guerre. Donc on voit que c'est une opération mercantile. Il faudrait rappeler que l'intérêt prime chez Trump, dans sa philosophie de voir les relations internationales, c'est le profit. Donc il n'y a rien de rien. C'est pour ça qu'il a menacé l'Europe. Il leur a dit, pour votre sécurité, il faudrait que vous payiez. Aujourd'hui, l'Europe est vraiment dans une situation, dans l'expectative, comment il va réagir, parce qu'ils savent que Trump n'ira pas dans une logique de guerre avec, en Ukraine ou que ce soit au Proche-Orient. Donc, les accords d'Abraham, il va les jouer dessus parce que, pourquoi? Parce que ça ramène de l'argent. Il va certainement essayer d'amener les aides à l'Arabie Saoudite. Et c'est avec elle qu'il va y avoir le plus de discussions sur tous les points. Gaz, pétrole, sécurité, l'accord d'Abraham. Donc, mais le préalable pour l'Arabie Saoudite, c'est ce qu'elle va lancer le 11 novembre, toute une conférence internationale pour la solution de 2 États. Donc, le plus important pour les Saoudiens, qu'il y ait une paix, que les Palestiniens arrivent à retrouver leurs droits et tout, pour qu'elle adhère aux accords Abraham. Et ces accords-là sont financiers plutôt que politiques. Donc, on voit, donc la première chose qu'ont fait les Émiratis, c'est les investissements, les échanges aériens, le transport. Donc, tout ça était avec Israël. Il n'y avait pas d'accord sécuritaire, mais c'était des accords commerciaux. Donc Trump va jouer sur ça. Donc, malgré ce qui se passe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. Est-ce que ces pays continueront? Si la situation devient préalable, pour les Saoudiens notamment, qui attendent l'occasion pour rebondir, soit faire une normalisation ou adhérer aux accords d'Abraham,
c'est qu'ils l'ont dit, sans une solution définitive de la question palestinienne ou bien du Proche-Orient, il ne faut pas oublier que les Iraniens et les Saoudiens, cette fois-ci, ils sont alliés politiques et économiques avec l'Iran. Donc la donne a changé. On n'est plus dans la configuration de 2016. Même lorsque Trump essaiera de jouer toute la pression qu'il faut contre les Iraniens ne sont pas isolés dans la région sur le plan économique, puisqu'ils ont signé des accords avec la Chine pour, disons, 400 milliards de dollars d'investissements promis par la Chine sur 25 ans en Iran et 60 milliards en Arabie Saoudite. Donc la donne a changé. Certes, il va relancer pour supplanter la Chine, mais ça reste que ces pays-là ont leur mot à dire. Ils ne sont plus dans la position d'accepter tout ce que disent les Américains, notamment pour l'Arabie Saoudite, qui a refusé, rappelons-le, la proposition de Biden de créer une sorte d'OTAN arabe pour faire face à l'Iran. Et la conséquence a été qu'ils ont rejeté, tout le monde a rejeté ce projet-là parce qu'ils mettaient Israël à la tête de ce OTAN arabe. Oui. Donc la question des accords d'Abraham peut être rebondir, mais toujours est-il que sans le règlement de la question palestinienne, si Trump va dans l'enlisement, va dans l'escalade, eh bien, il peut dire adieu, il peut oublier les accords d'Abraham pour le moment. Milo Tchinofi, sur cette question, sur les accords d'Abraham et le poids que peut exercer Trump sur les pays de la région. Les choses les plus pertinentes pour répondre à cette question ont déjà été dites, elles viennent d'être dites effectivement, même si moi je considère qu'il y a également une dimension politique et diplomatique à ces accords-là. Ça correspond exactement à la stratégie qui a été celle de la droite et de l'extrême droite israélienne depuis les années 90 et Netanyahou notamment comme alternative à la négociation directe d'une paix négociée avec les Palestiniens. Et de ce point de vue-là, les monarchies qui ont normalisé avec Israël eh bien, ont participé également à cette volonté de marginalisation de la question palestinienne. Vous savez, Israël recherche ça depuis très longtemps, depuis les années 70 avec les accords avec l'Égypte. L'invasion du Liban au début des années 80 avait pour but de renforcer un gouvernement de droite libanaise qui avait promis de normaliser les relations avec Israël. Donc c'est quelque chose qui est fondamental dans leur stratégie et de ce point de vue-là, ils vont faire énormément de pression sur Netanyahou pour remettre sur la sellette cette question-là. Mais comme ça a été déjà dit, le joyau de la couronne ici, c'est l'Arabie Saoudite. Or, il y a une différence assez considérable entre l'Arabie Saoudite d'un côté et les monarchies qui ont normalisé. Et la différence est que l'Arabie Saoudite, depuis le début des années 80, encore plus avec l'initiative de la Ligue arabe au début des années 2000, ils conditionnent toute éventualité de normalisation avec Israël par un accord global sur la question palestinienne. Et d'ailleurs, c'est cette idée-là que George Bush père avait adoptée eu égard à ses relations très proches avec les Saoudiens pour initier le fameux processus de paix, le processus de Madrid qui a fini à Oslo. Et donc, même si Netanyahou parvient à convaincre Trump de continuer là-dessus, eh bien, il y a de très faibles chances que l'Arabie Saoudite le suit. Il y a plein de raisons, encore une fois, une position de principe, mais également, après tout ce qui s'est produit, l'Arabie Saoudite joue gros et court un grand risque en acceptant de normaliser autrement qu'à travers une solution qui inclut la création d'un État palestinien. Donc voilà à peu près où est-ce que nous en sommes en la matière et beaucoup d'énergie va effectivement être fournie pour que Trump l'accepte. Je ne suis pas certain que même s'il accepte, il obtienne gain de cause. Zine Cherfaoui, est-ce qu'on peut envisager la paix comme le prévoit Donald Trump ?
envisager la paix en ce moment, c'est difficile. Si les Palestiniens ont décidé de reprendre les armes, c'est parce qu'ils ont compris que les Israéliens étaient peu respectueux de la légalité internationale. J'ai lu récemment un entretien du Premier ministre israélien dans un journal européen, où il disait clairement qu'il ne souscrirait pas à une solution à deux États. Oui. Il a toujours rejeté ça. Donc tant qu'il restera au pouvoir, et moi je pense qu'il n'y a pas de possibilité de paix avec ce personnage. Oui. Et il fera tout pour que les Palestiniens n'aient pas leur État. Donc, et les États-Unis, qu'ils soient démocrates ou républicains, je pense qu'ils ne relâcheront pas leur soutien à Israël dans la région, parce que c'est un poste avancé des Américains au Proche-Orient, mais en même temps, Israël représente pour eux une digue contre éventuellement l'influence de l'Iran dans la région. Une influence dont ont peur aussi les monarchies du Golfe. Il est vrai que la Chine a imposé une sorte de de paix dans la région en réconciliant Téhéran et Riyad. Il n'empêche que Riyad et Téhéran sont dans des postures de rivalité. Donc vous avez et donc même si officiellement l'Arabie Saoudite avant l'opération déluge de l'Aqsa, les Saoudiens étaient sur le point aussi d'aller dans le sens des Émiratis, des Bahrainis, etc., de tous les pays qui ont signé les accords Abraham. D'abord, premier constat, malgré le génocide perpétré à Gaza et malgré les attaques contre le sud Liban, les accords Abraham, ou les pays qui ont signé les accords Abraham, ne sont pas revenus en arrière. Oui. Donc, là, et il n'est pas exclu aussi que dans quelques mois, l'Arabie Saoudite aille aussi dans le même sens, même si officiellement elle soutient la politique à deux États. Alors on est pris par le temps, Zinchi Oui. Faoui, le dernier mot vous revient, Monsieur Hamdan Damiri, puisque vous êtes les premiers concernés, vous, Palestiniens. Quel est votre avis sur ce qui se profile à présent après le retour de Donald Trump? Moi, je pense que je reviens toujours sur l'idée que c'est le terrain, ce qui se passe sur le terrain qui décidera plutôt les perspectives de l'arrêt de cette offensive israélienne, de ce génocide israélien. Et c'est pourquoi j'ai dit au début, donc j'étais un petit peu optimiste, parce que les Israéliens sont en train d'encaisser des pertes, surtout dans le sud Liban, et ne parviennent pas à réaliser quoi que ce soit, sinon seulement c'est la destruction, ce qu'ils font à Gaza aussi, c'est la destruction, c'est tuer le maximum de personnes, etc. Mais c'est pas ça la guerre en réalité. La guerre c'est autre chose, c'est réaliser des objectifs politiques. Or, à ce titre-là, je pense que les Israéliens sont dans une impasse totale. C'est la raison pour laquelle moi je pense que les perspectives dans les prochaines semaines plutôt vont être décidées plutôt sur le terrain et les affrontements qui se passent aussi bien dans la bande de Gaza que dans le sud Liban. Et finalement, je pense que peut-être à un moment donné, les Israéliens et ce gouvernement fasciste au pouvoir, elle va comprendre qu'il ne peut pas continuer ce génocide, cette offensive qui, grâce à cette offensive, n'arrive pas à réaliser des objectifs, surtout militaires, ni politiques d'ailleurs. Donc, je pense que les perspectives prochaines, c'est ouvert pour l'instant. Personne ne peut dire comment la région va être dessinée, mais les acteurs sur le terrain aussi, ils ont le droit à dire leur mot aussi. Très bien, donc on peut dire que la nouvelle administration américaine ne lâchera pas les Israéliens. L'important, c'est les deux administrations, l'establishment américain, démocrate ou républicain, et derrière Israël. Mais la réponse à cette posture américaine,
c'est le terrain, évidemment. Oui. Aujourd'hui, nous avons entendu le porte-parole du Qassam qui dit que ça ne changera rien, y compris du Hamas, que ça ne changera rien l'élection de Trump. Il y a un combat, il y a une lutte millénaire, il y a une lutte depuis 1947, que les Palestiniens, même sous toutes les administrations, ils savent que le changement d'une administration ne changera pas la donne sur le terrain, encore moins leur volonté d'arriver à se libérer du joug colonial sioniste. Donc c'est ça la réalité à laquelle pensent les Palestiniens, d'autant plus que sur le terrain. C'est vrai que sud du Liban, l'armée israélienne essuie déconvenus après déconvenus, ce qui démontre que sur le plan militaire, l'armée israélienne, elle sait tuer, mais elle ne sait pas combattre. Zid Cherfaoui. Tuer les civils, hein. Oui. Oui, moi je vais aller dans le sens des interventions. C'est que, oui, actuellement, on a l'impression que la situation peut paraître défavorable aux Palestiniens et aux Libanais, mais nous avons eu beaucoup d'exemples dans l'histoire qui ont montré que, d'abord, les Palestiniens... on reparle de la Palestine grâce à l'offensive d'Al-Aqsa, on reparle de la Palestine, elle est même au centre de la diplomatie internationale, au centre de la diplomatie mondiale. Aujourd'hui, tout le monde a pu se rendre compte que Israël est un État terroriste, est un État génocidaire, oui. Et nous avons un peuple en lutte, et les peuples en lutte, quel que soit le temps que leur lutte peut prendre, et les causes justes finissent toujours par aboutir. On l'a vu avec l'apartheid, on l'a vu avec la guerre du Vietnam, oui. On l'a vu avec 132 ans de colonisation. Les causes justes finissent toujours par aboutir. Et ce qui est magnifique avec ce qui s'est produit ces derniers mois, c'est que la solidarité envers les Palestiniens n'a cessé de croître. Et ce qui s'est produit, c'est quelque chose d'incroyable. C'est que l'impunité dont bénéficiaient les Israéliens jusqu'à maintenant a fini par voler en éclats. Donc ils sont poursuivis devant la justice internationale. Bon, ça prendra probablement du temps, mais aujourd'hui, les lignes ont bougé. Merci. Merci en tout cas, messieurs, pour ces éclairages sur la question. On continuera bien évidemment de suivre les développements sur ce dossier dans nos prochains numéros. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée.